Tribune. 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 Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat. Le sujet de ce soir, donc, qui est consacré à l'ouvrage qui s'intitule « Juger les multinationales », est vraiment tout à fait dans le vent. Les événements récents, Caterpillar, mais même ING, qui est aussi une multinationale après tout, puisque ça appartient aux Pays-Bas, montre à quel point ce sujet est d'actualité. Est-ce que les multinationales sont des êtres qui sont en dehors du droit, ou bien sont-elles soumises au droit, et à propos de quels faits, à propos de quelles actions, à propos de quels comportements. Et c'est à cela que Gabriel Lefebvre, essentiellement, a répondu. Elle a répondu, Gabriel Lefebvre, qui était bien placé pour le faire. Il est journaliste, elle était journaliste au soir, elle était journaliste à la Cité au soir. Elle est toujours journaliste d'ailleurs, puisqu'elle anime, elle est une des animatrices d'un site qui s'intitule « Entre les lignes », que je vous recommande très chaleureusement, et qui est un peu une autre vision, une autre lecture de l'actualité qui est faite par les personnes qui participent à cette aventure qui s'intitule donc « Entre les lignes » et que vous trouverez aisément si vous tapez « Entre les lignes » sur votre navigateur favori. Alors, Gabriel Lefebvre a donc écrit cet ouvrage. Elle est spécialiste dans les problèmes de développement, d'urbanisme et d'évolution sociétale. Elle était bien placée pour parler de tout cela parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur et sur lequel elle s'est penchée très longuement. Et nous étions en quelque sorte presque des précurseurs, et j'ai envie de dire, puisque le CETIM, qui est une association suisse, qui n'est pas une multinationale, celle-là, mais vient elle-même elle aussi de sortir un petit ouvrage qui s'intitule Impunité des sociétés transnationales. Vous voyez, on fait de la publicité même pour la concurrence. Hein, voilà, c'est vous dire à quel point le sujet est vraiment d'actualité. Et donc, c'est de cela dont Gabriel Lefebvre va vous entretenir ce soir. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, hein, peut-être même un peu plus. Et puis ensuite, bien sûr, la parole vous sera donnée, comme toujours, comme selon la tradition de la maison, et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez, auxquelles Gabriel et moi-même nous répondrons, ou nous essayerons de répondre. En tout cas, personnellement, je me bornerai simplement à apporter un éventuel point de vue juridique. Voilà, Gabriel Lefebvre, tu as la parole. Merci beaucoup, mon cher Eric. Je vais quand même lui dire tu, parce qu'on a quand même travaillé quelques mois. Il ne doit pas dire qu'il est une pièce rapportée, il est une pièce essentielle. Ce livre n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas justement le travail juridique, l'analyse juridique et le débat. Parce que, tu viens de citer le livre du CETIM, Centre Europe Tiers-Monde, mais vous avez un débat entre juristes au sujet de certaines des propositions de ce livre. Je vais d'ailleurs en parler ici aussi. En fait, oui, ce qui nous a motivés, c'est que c'est notre co-éditeur, si j'ose dire, le GRIP, qui nous avait demandé si on ne pouvait pas envisager une sorte de tribunal pénal international sur les multinationales. Je dis, tiens, au fond, pourquoi pas ? C'est une idée intéressante dans la mesure où les scandales sont permanents. Il y a des morts en permanence dans de nombreux pays, des syndicalistes, des travailleurs, il y a des pollutions, il y a même des empoisonnements de personnes à cause de produits toxiques, il y a des évasions fiscales à plusieurs milliards sans arrêt qui seront impunies, il y a des terres complètement ravagées et tout ça dans la plus parfaite des impunités, et chaque jour l'actualité nous amène des cas différents dans les différents pays du monde. Donc il faut faire quelque chose. Moi-même, j'avais eu l'occasion de participer
à certains forums sociaux mondiaux, où là aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer quantité d'associations qui s'unissent pour dénoncer les exactions des multinationales, à côté des syndicalistes et des associations syndicales, soit internationales, soit nationales, groupements de travailleurs, groupes de population, différentes ONG de lutte pour la défense de l'environnement, etc. Vous n'imaginez pas les centaines et milliers de personnes qui militent à travers le monde pour dénoncer ce problème. Ce problème qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, grave, mortel même pour de nombreuses personnes. Alors j'ai choisi, et Eric l'a introduit déjà, j'ai choisi évidemment un problème d'actualité pour vous parler. On n'en parle pas tellement dans le livre, mais il est exemplatif de ce qui s'écrit et de ce que nous avons tenté de démontrer dans le livre. Donc c'est bien entendu Caterpillar. On voudra rester quand même dans une actualité qui nous est proche. Le problème que nous évoquons ici nous touche donc en effet au premier chef. Cette firme fonctionne très très bien. Elle rapporte énormément d'argent. Il n'y avait aucun problème. Elle annonçait d'ailleurs elle-même, et là je cite, qu'en 2015, nous avons racheté pour 2 milliards d'actions et augmenté le dividende trimestriel de 10%. Et nous augmentons le montant du dividende depuis 22 ans consécutifs. Et depuis 2007, notre dividende a plus que doublé. C'est une citation dans un rapport annuel de Caterpillar. On peut ajouter aussi que la firme a comptabilisé 785 millions de dollars de bénéfices opérationnels sur le seul second trimestre 2016, pour un chiffre d'affaires de 10,3 milliards. Et parce que ces ventes ont reculé de 16% au second semestre et qu'il fallait quand même continuer à donner de si beaux dividendes aux actionnaires, etc., elle décide de restructurer ses filiales en Europe. Et donc on perd 2000 emplois, voire même 4000 si l'on compte les sous-traitants et donc tous les emplois induits autour de l'activité de la firme. Une firme qui se portait extrêmement bien. Le problème, c'est qu'effectivement, tout ça est parfaitement légal. On ne peut pas les attaquer d'un point de vue juridique. C'est un problème qui est moral, qui est un problème politique, qui est un problème syndical. Là, c'est aux politiques, évidemment, à agir et aux syndicats à protester pour essayer d'obtenir un maximum de compensation. Mais le mal est fait et le mal restera fait en toute impunité. Par contre, des contrats passés par Caterpillar pourraient, eux, être attaqués par le biais du droit et notamment du droit international. Et c'est ce qui avait été démontré par la session de Londres du tribunal Russell sur la Palestine. Ça se passait déjà en 2010. Et Caterpillar a été cité parmi les entreprises qui soutiennent la colonisation illégale par Israël des territoires palestiniens. Une colonisation qui constitue un crime de guerre, une violation de la 4e Convention de Genève. Et les entreprises qui la soutiennent sont donc complices de ce crime. Et Caterpillar a été aussi recensé par des entreprises qui aident Israël à construire le mur de séparation déclaré illégal en 2004 par la Cour internationale de justice de La Haye. Donc il y a donc des outils de droit international qui peuvent être utilisés. Malheureusement, dans le cas de cette firme, là aussi, ce fut un échec. Mais l'action citoyenne, à ce moment-là, peut prendre le relais de la justice défaillante. Et Caterpillar a été boycotté par des citoyens aux États-Unis pour la mort de la jeune Rachel Corrie, écrasée par un bulldozer de cette firme. Bulldozer qui a été vendu à l'armée israélienne, qui l'utilise comme arme de destruction des maisons de Palestiniens de Gaza. C'était en 2003, mais jamais l'armée israélienne n'a été condamnée, jamais la firme n'a été inquiétée pour ses ventes à un pays qui pourtant en occupe un autre, ce qui est illégal. Le commerce prime donc. Le problème fondamental est donc quoi? Le manque de volonté politique. Le problème n'est pas l'opposition des citoyens, cette opposition est ferme à des pratiques qui sont condamnables à la fois moralement et juridiquement. Nous retrouvons ce genre de cas dans énormément de situations un peu partout dans le monde. Je viens à une autre actualité, Monsanto-Bayer. Dans notre livre déjà, nous évoquons plusieurs fois Monsanto
et des actions judiciaires dont certaines ont réussi contre Monsanto. Monsanto est largement connu pour le problème de l'affaire de l'agent orange. Et Bayer, ici, nous expliquons le cas de cette firme qui a été déboutée par la justice indienne de l'Inde, car la firme voulait empêcher la production locale d'un médicament générique contre le cancer qui est infiniment moins cher que celui de Bayer. Certaines actions donc judiciaires réussissent fort bien, mais elles n'égratignent qu'à peine ces puissantes multinationales. Et ça n'a pas empêché donc Bayer de racheter Monsanto pour la petite somme de 59 milliards d'euros. 59 milliards d'euros pour racheter une firme qui était nettement déconsidérée au niveau mondial pour les scandales du glyphosate commercialisé sous le nom de Roundup, que vous connaissez bien, pour les semences OGM, et des pratiques brutales, mais vraiment brutales, envers des agriculteurs qui refusent d'utiliser ces produits. Mais Bayer rachète Monsanto et se permet ainsi de mettre main basse sur tout ce patrimoine de semences génétiques, de recherche scientifique, de brevets, etc. 59 milliards. On m'avait pourtant dit que la libéralisation du commerce allait faire une concurrence entre les entreprises et faire baisser les prix. Et on constate plutôt l'inverse, on constate des concentrations qui donnent naissance à des monstres dont la puissance de frappe est inimaginable. D'où la difficulté de plus en plus grande pour les groupements de citoyens et pour les États eux-mêmes de s'attaquer à ces monstres, mais nous y reviendrons. Dans le cas de Monsanto, là aussi, puisqu'on ne peut pas trop les attaquer au point de vue, on n'a pas tellement les moyens financiers de les attaquer au niveau judiciaire, il y a un moyen populaire qui est mis en place, et c'est tout à fait dans l'actualité, parce que ça va se passer les 14 et 15 octobre à La Haye. Et c'est un vrai faux tribunal, c'est un tribunal citoyen, donc il est vrai dans la mesure où il y aura des gens reconnus comme experts au niveau mondial, etc. et tout, ils vont suivre toutes les procédures tout à fait vraies d'un tribunal, mais c'est un faux tribunal parce que ce ne sont pas des juristes et ça ne se passe pas dans le cadre d'un tribunal comme la Cour pénale internationale ou autres tribunaux qui pourraient juger des actions de Monsanto. Voilà pourquoi ce vrai faux tribunal accuse Monsanto. Ils accusent de violation des droits humains, de crimes contre l'humanité et d'écocide. Une assemblée du peuple, une assemblée des peuples, se tiendra parallèlement afin de rallier les mouvements sociaux et de planifier ensemble le futur que nous souhaitons, nous citoyens. Dans ce cas-ci, je pense que je me mettrai bien parmi ces citoyens, donc je dis nous. Parmi les experts qui participeront à ce tribunal, je cite Vandana Shiva, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une militante altermondialiste indienne remarquable, fabuleuse, et nous la citons d'ailleurs relativement longuement dans notre livre à propos de Coca-Cola. Donc je vous recommande de ne plus boire de Coca-Cola après avoir lu ce que nous disons et ce que dit Vandana Shiva de Coca-Cola, qui a été condamnée parce que cette firme, comme vous le savez peut-être, s'accapare de manière éhontée l'eau potable des paysans indiens. Donc Vandana Shiva sera à Bruxelles, après avoir été à La Haye, elle sera à Bruxelles au Festival des Libertés qui débute ce 20 octobre. Je vous recommande donc le Festival des Libertés, et je vous recommande de tenter de rencontrer Vandana Shiva, qui vaut la peine, c'est une des grandes personnes de notre temps actuel, parmi les militants altermondialistes et autres. Je vous recommande aussi de suivre, si vous le voulez, le tribunal, le vrai-faux tribunal contre Monsanto. J'ai les références ici, c'est monsanto-tribunalf.org. Voilà. Ah oui, et qu'est-ce qu'on reproche aussi à Monsanto? On va détailler tous ces méfaits, si j'ose dire, à savoir, je cite, lobbying auprès des agences de réglementation et des autorités gouvernementales, mensonges et corruption, financement d'études scientifiques frauduleuses, pression sur les scientifiques indépendants, manipulation des organes de presse, etc.
Tout ça vous démontre que Monsanto est vraiment un paradigme, mais le paradigme de l'impunité des entreprises transnationales et de leurs dirigeants qui contribuent au dérèglement du climat et de la biosphère et menacent la sûreté de la planète. À suivre donc et à diffuser, s'il y a moyen, parmi tous vos amis qui s'intéressent à ce genre de choses. Je crois beaucoup à l'opinion citoyenne et je crois beaucoup aux mobilisations autour des tribunaux citoyens de ce genre-là. C'est une nouvelle manière de faire pression non seulement sur les firmes, mais sur nos pouvoirs publics et peut-être sur notre système judiciaire pour lui dire de faire preuve peut-être d'un peu d'imagination pour attaquer ceux qui restent désespérément impunis, désespérément de notre point de vue. On parlait ici d'écocide dans le cas de Monsanto. Voilà un thème qui est extrêmement intéressant et qui fait partie de ces nouveautés à explorer dans le droit pour l'instant. Cette notion d'écocide a été évoquée pour la première fois en 1972 par le Suédois Olof Palme à propos de Monsanto, mais aussi de Dow Chemical, à savoir l'usage de l'agent orange, ce défoliant qui était déversé, un nombre incroyable de tonnages de ce poison a été déversé sur les forêts du Vietnam et frontières cambodgiennes afin d'empêcher les combattants Viet Cong d'utiliser la végétation comme un couloir qui les protégerait des avions américains. Et l'utilisation massive de cet agent orange, c'est-à-dire dioxine, a touché particulièrement les femmes et les descendants de ces femmes. Il y a encore maintenant des centaines et des milliers de naissances d'enfants monstrueux, si j'ose dire, à cause des dommages génétiques provoqués par ce pesticide. Tout ça à côté des dommages écologiques qui restent. L'agent orange reste encore dans les sols et empêche toute agriculture dans ces terres polluées. Malgré cela, le crime d'écocide n'a pas été retenu dans le statut de la Cour pénale internationale, à côté des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, de génocide et d'agression. Mais un mouvement qui s'appelle End Ecocide revendique encore et toujours la mise en place d'une justice internationale de l'environnement et de la santé. Cette matière sur l'écocide évolue sans cesse, et alors là, c'est un dernier échange que nous avons eu, Éric David et moi, c'est à propos d'une annonce, malheureusement biaisée et pas tout à fait correcte, mais d'une ONG importante qui s'appelle Global Witness, et qui clamait que la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, avait annoncé l'élargissement de son champ d'action pour la première fois à certains crimes environnementaux et d'affirmer que, alors je cite, « Désormais la Cour, qui juge entre autres des affaires de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, s'intéressera également aux crimes liés à, je cite, l'exploitation illicite de ressources naturelles, à l'appropriation illicite de terres ou à la destruction de l'environnement. » Et l'ONG précisait également les dirigeants d'entreprises et les politiciens complices de l'expropriation de terres, de la destruction des forêts tropicales ou de la pollution de sources d'eau pourraient bientôt se trouver assignés en justice à La Haye aux côtés de criminels de guerre et de dictateurs. Voyant ça, je me suis dit, mais comment est-ce possible? D'abord, je n'avais pas été averti de cette chose-là et c'était tellement énorme. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je demande à Éric de vérifier, lui qui a l'accès aux sources d'informations bien plus facilement que moi. Et donc, immédiatement, il a dû préciser que cette information était vraiment over-optimiste et même fausse, parce qu'il n'est pas question de poursuite par la procureure de la CPI en matière d'environnement, mais simplement de collaboration de son bureau avec les États qui entreprendraient de telles poursuites, à condition qu'il s'agisse d'un comportement lié à un des crimes visés par le statut. Et donc, je cite, « Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État et prêter assistance à cet État. » Donc, Éric pourra probablement détailler plus et répondre à vos questions à ce sujet.
Mais donc, il y aurait une possibilité d'une certaine aide, mais dans des conditions qui sont extrêmement précises. La Cour ne peut pas dépasser le statut qui lui a été dessiné. Et le cas, la preuve en a déjà été apportée par un autre cas qui est extraordinairement spectaculaire et dramatique. C'est le cas de Chevron Texaco en Équateur. Ce cas a été lui aussi porté devant la Cour pénale internationale, mais il a reçu une fin de non-recevoir pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer. Et pourtant, cette affaire de Chevron Texaco est gigantesque. Il y a à peu près 30 000 Équatoriens, ça se passe en Équateur, 30 000 Équatoriens qui poursuivent la multinationale Chevron Texaco pour avoir contaminé leur sol et leurs cours d'eau, avec comme conséquences des conséquences catastrophiques pour la santé, notamment des cancers, parmi eux des leucémies, des problèmes digestifs et respiratoires, des terres complètement inutilisables, et nombreux sont les paysans qui ont dû abandonner leurs terres et donc ont perdu toutes leurs ressources. Les plaignants ont été aidés par des avocats, ce qui est extraordinaire. Ça, c'est un des exemples absolument énorme et extraordinairement important, je trouve. Ils ont été aidés par des avocats, aussi bien américains qu'équatoriens et d'autres nationalités, qui vraiment bénévolement ont dépensé vraiment beaucoup d'argent et ont aidé les plaignants à porter ce litige devant la justice américaine, bien entendu, puisque la firme est américaine. Ils ont été bien entendu déboutés, c'est normal. Et même, ils ont été attaqués. Non, je reviendrai après. Ils ont porté l'affaire devant la justice équatorienne. Et là, ils ont réussi à obtenir une condamnation, quand même, de Chevron, qui doit payer une amende de 18 milliards de dollars. Elle a été divisée de moitié en appel. Mais bon, ce qui ne suffit évidemment pas pour réparer tous les dégâts. Les avocats se sont dit, mais on va essayer d'attaquer Chevron par des filiales dans d'autres pays. Le fait est que les États-Unis ne sont pas signataires de la Convention interaméricaine d'exécution des jugements, donc on ne peut pas attaquer la firme aux États-Unis pour un jugement qui a été fait en Équateur. Par contre, les plaignants ont donc tenté de procéder en Argentine. Mais en Argentine, où il y a une filiale de Chevron, c'est le gouvernement argentin qui n'a pas voulu parce que Chevron lui a promis des milliards d'investissements pour accepter un plan d'investissement dans le pays. Et si le procès se faisait, Chevron a dit « Ah ben non, je me retire d'Argentine ». Donc le gouvernement n'a pas accepté que la plainte puisse être portée en Argentine. Au Canada, par contre, elle est bien pendante pour l'instant. Mais la firme attaquée ainsi au Canada, et qui pourtant, cette firme a engrangé des milliards de bénéfices, attaque les avocats des plaignants, les accusant de conspiration et de tentative d'extorsion. Donc c'est vraiment une affaire emblématique. Elle est toujours en cours, bien entendu. Et il y aura d'ailleurs prochainement ici à Bruxelles une assemblée, si j'ose dire, où 3 des avocats ou des défenseurs des victimes de Chevron seront là pour essayer d'obtenir un soutien par le biais du bureau, je crois, du Bureau européen des consommateurs, enfin je ne sais plus très bien lequel, mais je n'ai pas gardé ici les détails. Mais l'affaire est toujours en cours. Ces avocats ont besoin d'aide, en fait, tout simplement. Et pour moi, cette affaire est extrêmement emblématique de la difficulté pour des populations, et notamment des populations pauvres, démunies, et qui ont subi des préjudices gigantesques. Comment peuvent-elles utiliser les armes du droit pour attaquer des firmes aussi importantes? Donc ça, c'est vraiment la question que nous avons tenté de poser dans ce livre et auquel Éric a tenté de répondre. Quelles sont les armes du droit qui peuvent quand même être utilisées, mais ça prend du temps et surtout beaucoup d'argent. Et puis on se heurte au blocage américain. La plupart de ces firmes se trouvent dans nos pays riches,
aux États-Unis, mais également en Europe, etc. Et se sont très très bien protégés, surtout aux États-Unis qui ne reconnaissent pas certaines des conventions qui permettraient d'attaquer et ne les a pas signées. Et n'est pas... Par contre, les États-Unis, il y a parfois des bonnes nouvelles. Ce n'est pas dans le livre, mais j'ai pris ça parce que je trouvais assez intéressant. Il y a une jurisprudence américaine qui permettrait de dédommager des victimes d'entreprises, mais ça ne s'adresse qu'à la population américaine sur des territoires américains. Ainsi, par exemple, en 2014, cette justice américaine a très lourdement condamné, je crois à plus de 5 milliards de dollars, une firme pétrochimique qui s'appelle Anadarko pour une importante pollution, notamment radioactive, frappant essentiellement la population navajo. Mais sur le territoire américain, pour une population américaine, ça marche. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur et qui touche des centaines de milliers de personnes, non, là, plus rien. Malgré ces protections, les multinationales poursuivent, mais par tous les moyens et à tout prix, essayent à tout prix d'échapper au droit et de conforter un système d'arbitrage, un arbitrage privé donc, des différends qui pourraient surgir entre elles, qui surgissent d'ailleurs, il y en a énormément, qui surgissent entre elles et les États. On voit cela à travers les projets d'accords transatlantiques comme le TTIP et le CETA. Je suppose que vous connaissez tout ça. J'espère que beaucoup d'entre vous ont été manifestés contre ça. Je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, mais je vais quand même dire que si Monsanto n'a pas vraiment percé en Europe et donc n'a pas trop commis de dégradation, si j'ose dire, dans nos pays, c'est grâce aux réglementations européennes qui chez nous sont plus contraignantes que celles des États-Unis en matière de normes phytosanitaires, de santé et d'agriculture par exemple. Mais ce rachat par Bayer de Monsanto, est-ce que ça nous protégera encore de ces menaces contre nos protections réglementaires? Si Bayer fait pression avec toute sa puissance sur nos États et sur la Commission européenne, est-ce que nous serons encore protégés? C'est un grand mystère. Il semblerait, au vu des dernières nouvelles, que le TTIP ne passera pas la rampe vu l'opposition de la France et celle du ministre allemand de l'économie et de nombreux parlementaires européens ainsi que de millions de citoyens. Mais il reste que le CETA, qui est un accord de libre-échange avec le Canada, qui comporte les mêmes menaces que le TTIP, s'il est signé, permettrait aux firmes multinationales, notamment américaines et canadiennes, de peser de tout leur poids économique sur nos politiques économiques et sociales européennes. Et ça leur permettrait de se soustraire au jugement de nos tribunaux en imposant un système de règlement des différends entreprises-États trop favorable aux entreprises. Même si la Commission récemment a fait un petit peu marche arrière concernant ce procédé de règlement des différends et propose que cela se fasse par des juges professionnels, ce seront toujours des tribunaux de type privé, même s'il y a des juges professionnels et qui fonctionneront selon les normes et les règles qui auraient été établies par les arbitrages commerciaux. Donc voilà, il est essentiel de poursuivre notre mobilisation pour tenter de sauver notre modèle économique et social européen, notre modèle belge ici en ce qui nous concerne. Et l'affaire Caterpillar nous le rappelle vraiment clairement et continue à faire pression sur nos parlementaires, sur nos gouvernements pour qu'on ne signe pas de tels accords dans des conditions semblables. C'est inacceptable et inimaginable pour nous. Un autre aspect qui est extraordinaire, qui est très intéressant et que nous avons tenté de décrire, c'est comment se fait-il que pendant si longtemps les multinationales ont pu bénéficier de l'impunité? C'est bien parce qu'elles ont été protégées par à la fois nos gouvernements, par l'Union européenne, mais aussi par les Nations unies qui ont privilégié les systèmes d'autorégulation, de régulation consentie, mais sans mesures contraignantes de quelque sorte qu'elles soient, pour obliger les multinationales à réparer les dégâts, d'abord empêcher qu'elles en commettent, et puis pour réparer celles qu'elles ont commis. Donc,
nous avons choisi, c'est ce que nous démontrons dans ce livre-là, et je dis quand même nous, parce que Éric a quand même contribué à cette historique, à cette sélection. Nous avons donc sélectionné différents exemples de multinationales. On n'a pas voulu être exhaustif, d'ailleurs c'est impossible, ils sont des milliers de cas dans le monde, mais on a essayé de choisir des multinationales dans des secteurs différents, répartis dans des régions du monde différents. Nous avons choisi des exemples d'actions citoyennes différentes et certains jugements pour lesquels nous avons réussi à nous documenter suffisamment. Et ensuite, nous avons décrit l'échec des différentes formes de régulation par les instances internationales, les échecs de l'autorégulation du commerce, la responsabilité sociale des entreprises, vous connaissez peut-être, c'était un grand mot, d'ailleurs M. Étienne Davignon en était le grand porte-parole ici en Belgique, mais on a vu que ça n'a servi à rien. Ça a simplement postposé les autres moyens d'action que nous aurions pu avoir pour moraliser quelque peu le commerce international. Voilà pourquoi, au fur et à mesure de ces échecs, il y a eu des mobilisations de plus en plus grandes, et je vous ai parlé des forums sociaux mondiaux contre cette impunité, et donc est arrivé le thème de la nécessité de créer des mesures vraiment contraignantes contre les multinationales, et donc une sorte de tribunal pénal international spécialisé sur les crimes commis par les multinationales et les atteintes à l'environnement. Et les négociations ont donc commencé à ce sujet à Genève en juillet 2015, après qu'un projet de résolution ait été déposé, et là en 2014, par l'Équateur, qui est une grande victime des multinationales, et l'Afrique du Sud, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc il s'agit d'obliger les multinationales à respecter au minimum les droits de l'homme, mais de les menacer de mesures vraiment contraignantes, c'est-à-dire savoir des amendes énormes et différents moyens de réparation. C'est un très bel espoir, et le livre du CETIM qui vient de paraître détaille très longuement ce que l'on peut obtenir, ce qu'on espère obtenir, mais inutile de vous dire que dès que l'annonce en a été faite de ces négociations, les États européens, membres des États européens, membres de l'Europe, donc, se sont retirés. Ils n'ont même pas voulu participer à la discussion pour l'établissement de négociations de ce genre-là. C'est dire que je crois qu'on aura quand même quelques problèmes et que, bon, on peut garder espoir, mais je suis sûr que ça prendra du temps. Et pourtant, il y a urgence, et réellement, pour certains des pays qui, eux, sont victimes de ces agissements, et c'est un dernier exemple tiré de plus ou moins de l'actualité. C'est le tribunal d'arbitrage de la Banque mondiale, le CIRDI, a ordonné à l'Équateur de payer $1 milliard à la compagnie pétrolière américaine Oxy pour rupture anticipée d'un contrat d'exploitation. Or, le président équatorien Rafael Correa, qui était déjà confronté au drame provoqué par Chevron, dont je vous ai parlé, il voulait simplement préserver la santé de la population et de l'environnement. C'est pour ça qu'il a rompu ce contrat, dans les normes légales d'ailleurs. Ça n'a pas empêché qu'il soit attaqué alors, en réparation, par Oxy, et on lui réclame cette somme considérable qui représente 3,3% de son budget de 2016. Un autre espoir de rappeler ses devoirs au monde des affaires, ça a été la COP21 à Paris. Vous en avez entendu parler, vous avez suivi, vous avez peut-être manifesté aussi en faveur de ça. Ça a été le théâtre d'une mobilisation mondiale de la société civile, mais il faut savoir que la société civile, c'est un terme que nous tentons de définir, du moins dans l'évolution du sens qu'on lui donne jusqu'à présent. Le terme de société civile, ça comprend aussi le corporate. Donc les entreprises font partie de la société civile, il faut savoir ça dans la tête des Nations Unies et des gens des Nations Unies et autres, elles font partie de la société civile, c'est pas nous, c'est pas les mouvements sociaux et citoyens la société civile, c'est nous et
quelque part, nos cibles, nos ennemis. Donc, cette société civile et donc le monde des affaires a balisé la fameuse COP21, qui pour moi est un échec, évidemment, même si c'est signé par des États. Ça avait été balisé lors d'un Business and Climate Summit qui s'était tenu en mai 2015 à l'UNESCO en plus. Les industriels et entrepreneurs, parmi lesquels on retrouve les plus grandes firmes du genre Areva, Unilever, Shell, Union Carbide, Chevron, Monsanto, etc., ils se sont mis d'accord sur le principe d'une croissance verte qui ne gêne pas leurs actuelles activités et donc ne résout en rien les défis essentiels de l'heure. Et de plus, je m'excuse d'être un peu technique, mais c'est important parce que c'est la réalité de ce à quoi nous nous opposons. Lors de la conférence sur le financement du développement organisée par les Nations Unies en juillet 2015, les États et le secteur des affaires ont décidé de rassembler une somme de 2500 milliards de dollars. Mais ces mêmes États ont échoué à élaborer une véritable lutte contre l'évasion fiscale pratiquée par les multinationales. Or, cette évasion fiscale prive les pays en voie de développement de 100 milliards de dollars chaque année. 100 milliards de dollars chaque année. Les pays européens eux-mêmes perdent chaque année 1000 milliards d'euros, ainsi que le soulignait Herman Van Rompuy lui-même au temps de sa présidence européenne. Herman Van Rompuy n'est pas un détestable gauchiste, écologiste cinglé, c'est vraiment le nœud du problème. Et les Nations Unies et l'Europe n'ont pas encore réussi à rétablir au moins une justice fiscale. Enfin bref, il y aurait énormément de choses à dire. Le livre est assez relativement complet et ouvre des pistes. Nous l'avons voulu comme un outil citoyen et aussi un outil d'information. Je donne quantité de pistes pour poursuivre vous-même les enquêtes, pour trouver vous-même d'autres sources d'information et le suivi, évidemment, des affaires dont nous parlons. Nous ne voulons pas démonter un vaste complot de maîtres du monde qui seraient les vampires de nos sociétés, mais nous voulions démontrer la logique implacable qui a mené nos gouvernements vers ce modèle d'économie néolibérale, façonné par l'école de Chicago dès les années 70. Et donc il y a tout un historique d'une pensée économique qui vous permettrait de comprendre comment on en est arrivé là. Et entre parenthèses, qui peut peut-être poser des questions aux universités comme celle-ci, à savoir est-ce qu'on enseigne vraiment l'économie aux futurs économistes. Enfin bon, c'est un autre débat. Mais nous avons voulu aussi démontrer que rien n'est perdu, que la justice peut être utilisée pour défendre les droits des populations. Et avant de passer la parole à vous, et à Eric pour répondre à vos questions plus précises sur le droit, je voudrais renvoyer aux économistes, aux étudiants en économie ou à ceux qui s'intéressent à l'économie une phrase très éclairante de l'économiste Karl Polanyi. Il répondait à Friedman vers 1947 déjà, je cite, « Ne laissez pas l'économie aux économistes, mais rendez-la aux acteurs sociaux. Une économie qui mène sa propre vie dévore le social et son environnement. » Il était visionnaire. Et selon moi, la meilleure réponse aux exactions des multinationales est simplement plus de démocratie. Je vous remercie. Et donc, Eric, si tu veux... Eh bien voilà, merci beaucoup Gabriel pour cette présentation très succincte et en même temps qui, je crois, ouvre la porte à beaucoup de questions, enfin me semble-t-il, pour les personnes intéressées. Et alors voilà, la parole est à vous, hein, je ne vais pas... voilà, je vois déjà un bras qui se lève. Vous avez la parole, madame. Merci monsieur, merci madame aussi, madame Lefebvre, pour la qualité et je dirais d'une manière tout à fait subjective la générosité de votre intervention. J'ai deux questions à évoquer. La première, c'est parmi les multinationales récemment pénalisées, je pense à Apple et à Volkswagen. Faut-il voir là l'amorce d'une
d'un espoir de taxation légitime et légale de multinationales, ou simplement voir là la marque d'une guerre entre l'ancien et le nouveau continent, d'une part, et d'autre part, récemment, lundi matin, nous avions quand même une très mauvaise nouvelle en Belgique, c'était ING, et sur un réseau social, je me suis permise de dire boycottons ING, fermons nos comptes, etc. C'est quand même plus facile de fermer un compte en banque que de dire qu'on n'achètera jamais de Caterpillar. Enfin, j'en achète très peu dans ma vie. Et donc, plusieurs personnes se sont allègrement moquées de moi en disant que le boycott, ça ne marchait jamais, que si on fermait nos comptes, ça sera encore plus grave pour le personnel qui reste. Et cependant, moi je pense que l'outil du boycott, particulièrement au niveau d'une banque, peut être un outil utile, et je voulais avoir votre avis sur cela. Votre deuxième question, c'est sur le TTIP, c'est cela? Non, c'est la guerre. C'est le boycott. Est-il une arme efficace? Oui, dans le cadre d'une activité bancaire en tout cas. Oui. Le boycott citoyen. Je pense notamment aux citoyens islandais qui ont boycotté à un certain moment et d'une manière efficace. Merci. D'accord. Voilà. L'Union européenne a élaboré des instruments qui sont de plus en plus pointus et performants pour lutter contre l'évasion fiscale. C'est en cours et je pense que vraiment il y a une tendance de fond. L'Union européenne a besoin d'argent elle aussi, et je pense qu'ils commencent à en avoir un peu marre de voir tout cet argent filer dans les paradis fiscaux et de voir les multinationales leur faire la nique sans arrêt. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment en cours et le Parlement européen suit ça. J'ai bon espoir quand même qu'il y ait une bonne lutte, qu'on aboutisse quand même à une récupération d'une partie des sommes qui sont ainsi évanouies, mais pas complètement, puisque ça tombe dans certaines poches des très puissants de ce monde. Par contre, qu'il y ait une sorte de guerre entre les continents, c'est intéressant parce que ça a été évoqué à propos du deal entre la condamnation par les États-Unis de la Deutsche Bank en contrepartie de la condamnation par la Commission européenne de Apple. Et voilà, comme par miracle, on est passé, je crois, si mes souvenirs sont bons, de 14 milliards de dollars de pénalisation de la Deutsche Bank à 5,2, enfin je ne sais plus très bien combien, mais à peu près 5 milliards de dollars. Mais je ne sais pas ce qui se passe du côté de la Commission européenne par rapport à Apple. Donc voilà. Mais c'est en cours pour l'instant. Peut-être qu'il y a des tractations, mais ça je n'en sais rien. Et je ferai appel plutôt à des spécialistes financiers, ce que je ne suis pas. S'il y en a un dans la salle, qu'il s'exprime immédiatement, ce sera très intéressant. Par rapport au boycott, là, c'est évident que le boycott est une arme extrêmement importante. C'est évident. Les associations de consommateurs représentent une force que nous ne connaissons pas suffisamment et que nous n'employons pas bien. Mais dans certains pays, oui, ça oui, je pense. Écoutez, si les entreprises dépensent des milliards de dollars, comme Coca-Cola par exemple, pour faire leur promotion, leur publicité, et le conditionnement mental, c'est pour éviter justement que des consommateurs se ressaisissent. Franchement, si à la suite d'accusations, Coca-Cola a été accusée d'avoir favorisé ou du moins facilité carrément l'assassinat de syndicalistes qui l'avait attaqué, si j'ose dire. Il y a eu un boycott dans des entreprises américaines et dans les écoles américaines, ce qui a obligé Coca-Cola à rétropédaler, si j'ose dire. C'était en Colombie, je pense. C'était en Colombie. Enfin, on en parlait dans le livre. Donc Coca-Cola a très peur d'un boycott. Et je pense que nous pouvons nous saisir de ces armes-là, par exemple, dans le cas d'ING, pourquoi pas, à la limite. Ça, évidemment, la seule chose que l'on pourra vous rétorquer, c'est que vous allez contribuer à la perte d'emploi de personnes, de Belges qui travaillent à ING. Mais bon, voilà. Il y a peut-être d'autres moyens aussi de mener
ou peut-être faire pression pour qu'on crée une banque publique, qu'on refasse de Belfius, par exemple. Et il y a d'ailleurs, il va y avoir encore un petit colloque à ce sujet dans 2-3 jours, je pense, pour savoir comment se réapproprier une banque, entre guillemets, publique, ou du moins qui serve les intérêts réels des petites et moyennes entreprises et du public et des communes, enfin recréer une sorte de crédit communal à l'ancienne, pourquoi pas. Ça, c'est peut-être une action importante que nous pourrions faire sans passer directement au boycott, mais à l'action citoyenne autre. Oui, ça c'est une possibilité. Oui. Bonsoir, merci Madame Lefebvre pour l'exposé. C'est toujours plus facile de frapper un adversaire qui ne bouge pas. Alors là, je parle sous le contrôle d'Éric David, mais en droit européen, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 63 stipule qu'il est interdit de poser des restrictions au transfert de capitaux, non seulement entre États membres de l'Union européenne, mais vis-à-vis des pays tiers. Alors ça, en langage clair, ça veut dire qu'il est interdit d'interdire de délocaliser. Ce traité est un article qui a été remanié depuis le traité de Maastricht, mais dont l'initiative reposait dans l'acte unique européen de 1986. En clair, ça fait à peu près 30 ans aujourd'hui que le droit européen consigne légalement la liberté absolue des flux de capitaux et donc la possibilité pour les entreprises transnationales ou multinationales de circuler à leur guise et donc de jouer la concurrence fiscale, la concurrence sociale, la concurrence environnementale des États les uns contre les autres. Alors ma question elle est simple à ce niveau-là. Le droit européen ne peut être remis en question qu'à l'unanimité des pays signataires. Cette disposition législative, elle s'oppose à une pratique qui avait lieu dans les années 60, 70, qui était le contrôle d'échange. C'est-à-dire que quand une boîte voulait délocaliser, elle devait d'abord aller demander l'aval du ministère de l'économie et des finances, qui faisait une étude qui prenait des semaines ou des mois pour savoir quel serait l'impact social, l'impact en termes de croissance, de la délocalisation, et qui au final de l'étude disait si oui ou non l'entreprise pouvait délocaliser, avec des sanctions sévères à la clé si l'entreprise faisait fi du mot du ministère de l'économie. Est-ce que vous ne pensez pas que le droit européen à ce niveau-là, dans l'état actuel, est le plus beau feu vert donné aux exactions justement des multinationales, évidemment moins en Europe parce qu'on a des standards plus élevés qu'ailleurs, mais est-ce que ce n'est pas justement le meilleur allié des entreprises à ce niveau-là? Et la question étant, si on veut renégocier, ne fût-ce que cet article-là, il faut 27 pays signataires. Tu veux ? J'y vais. Vas-y, parce que moi, je n'ai pas à discuter de ça, c'est un état de fait. Pour moi, le problème est politique. Il faut qu'il y ait une pression politique, il faut que le Parlement se saisisse de cela. Mais effectivement, la garantie d'obtenir une unanimité, ça m'étonnerait très fort, mais c'est purement politique. Alors, moi, ce que je voudrais peut-être dire, c'est ajouter à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que le droit européen est bien sûr une forme de juridicisation du libéralisme. C'est les 4 grandes libertés: liberté de circulation des travailleurs, liberté de circulation des capitaux, liberté de circulation des services. Il y en a encore une 4e qui pour l'instant m'échappe. J'aurais dû prendre mon TFUE avec moi. Mais enfin voilà, ça c'est effectivement le dogme. C'est le dogme parce que économiquement, alors c'est pas moi qui le dis là, je ne suis pas économiste, mais c'est ce que m'a un jour dit un économiste de l'un de cette maison. Il m'a dit, tu sais, la liberté de circulation entraîne toujours de la croissance. Toujours de la croissance. Mais ce n'est pas évidemment à n'importe quel prix, évidemment. Alors, en ce qui concerne, par exemple, la concurrence fiscale, c'est vrai que cette concurrence existe. En même temps, je pense que, sans vouloir me faire ici le défenseur des paradis fiscaux, c'est vrai que souvent les paradis fiscaux, c'est à peu près les seules ressources qu'ils possèdent, ces pays. Et c'est vrai que vous avez des pays qui effectivement sont des havres, mais ça, il appartient, je dirais, aux États développés, aux États riches, de lutter contre ça, et ils peuvent parfaitement le faire, simplement en adaptant leur législation et en
par exemple en limitant effectivement cette possibilité d'exportation des capitaux. Et puis alors il y a un tas de choses qui actuellement circulent. Hein. Bon, vous connaissez la taxe Tobin par exemple, qui n'arrive pourtant pas à être adoptée, mais qui je crois est en bonne voie. Je pense qu'on s'oriente tout doucement, si je ne dis pas de bêtises. Hein. S'il y en a qui connaissent mieux que moi, et c'est pas difficile, parce que je ne connais pas grand-chose dans ce domaine, le développement de l'adoption de la taxe Tobin, c'est-à-dire une taxe sur la circulation des capitaux, qui me paraît une chose tout à fait évidente et élémentaire et dont on comprend d'ailleurs très difficilement les oppositions des États, parce que finalement, l'obstacle que cela constituerait pour la prospérité du capitalisme paraît extrêmement symbolique. En revanche, cela pourrait générer des revenus considérables, extraordinaires, et qui justifieraient parfaitement, je dirais, cette petite entrave, si tant est qu'il y aurait une entrave. Hein, je me tourne ici vers les économistes de la salle, hein, j'en vois d'ailleurs, hein, visez mon regard, qui pourrait peut-être apporter des éclaircissements à ce sujet. Mais à mon avis, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait marcher. Et malgré tout, là, ce qui peut-être explique la relative réticence des États, c'est qu'ils sont poussés dans le dos, de ce point de vue-là, par les entreprises elles-mêmes, par les entreprises, les banques, qui voient là un obstacle, les bourses elles-mêmes qui voient là un obstacle au développement anarchique que l'on connaît et qui pourtant n'est pas toujours une preuve, un signe de croissance. Mais vous voyez qu'il n'y a pas que les entreprises elles-mêmes, il y a les États eux-mêmes qui sont en quelque sorte poussés dans le dos et de manière, je dirais, tout à fait, j'ai envie de dire, stupide et absurde. Parce que finalement, quand on regarde les résultats et quand on se dit que si quelque chose comme la taxe Tobin permet de faire rentrer des devises qui peuvent être utilisées à des fins sociales, il est évident que accroître le pouvoir d'achat des moins nantis, c'est évidemment quelque chose qui va favoriser le développement et la croissance économique. Donc on ne comprend pas très très bien ce qui se passe dans l'esprit des gouvernants. Il y a là quelque chose qui, en tout cas pour moi qui ne suis pas économiste, qui me frappe très très fort. Mais vous avez raison de dire qu'il faut effectivement développer. Et alors ce que je voulais aussi dire, c'est que malgré tout, chez nous, alors c'est vrai que on peut condamner peut-être la philosophie qui anime le droit européen, qui est une philosophie essentiellement libérale, donc pour les libertés du commerce, les libertés économiques, mais en même temps, c'est vrai que ces libertés sont associées à un système de sanctions qui est quand même très remarquable, hein, quand on voit finalement la manière dont des entreprises peuvent être sanctionnées en cas de violation des lois de la concurrence, des règles de concurrence, comment les abus de position dominante peuvent être sanctionnés, comment les accords d'exclusivité peuvent donner lieu à des sanctions, mais extraordinaires. On voit que quand même, si vous voulez, à côté de cette juridicisation de la liberté commerciale, il y a toute une série de freins qui fonctionnent. Bon, l'Europe n'a rien inventé, ça existe déjà aux États-Unis, hein, c'est le Sherman Act qui en fait qui a ouvert le feu, je dirais. Et vous voyez que malgré tout, même dans notre système européen, il y a un certain nombre de règles qui sont présentes et qui fonctionnent très très bien. Aujourd'hui d'ailleurs, et c'est ceci depuis le traité de Maastricht, il faut savoir que les États eux-mêmes peuvent être sanctionnés. Lorsqu'un État ne respecte pas, par exemple, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Cour de Luxembourg, eh bien, le défaut pour cet État d'appliquer la décision qui était rendue peut lui coûter le paiement d'une amende ou d'une somme forfaitaire qui, aux yeux de la Cour, n'est pas une sanction pénale, mais qui, en réalité, si on veut donner un sens au mot, est une véritable sanction pénale. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à l'Europe. Il n'y a qu'en Europe que vous avez ce genre de choses où des États, donc des personnes de droit, des personnes morales de droit public, des États peuvent être sanctionnés pénalement pour ne pas, soit il y a deux causes
de sanctions, soit parce qu'ils ne respectent pas des décisions, des arrêts de la Cour de Luxembourg, soit parce qu'ils ont un déficit public excessif. Alors, vous me direz que ça ne va pas améliorer leur déficit, ils sont en plus condamnés à... Mais s'ils ne respectent pas les normes, effectivement, qui sont prises par l'Europe, eh bien, ça peut leur coûter aussi ce genre de sanctions. Et, par exemple, le premier État qui a été condamné, c'était la Grèce en 2000, moi je me souviens très très bien, pour une histoire de décharge publique en Crète, où la Grèce ne prenait pas les mesures nécessaires pour mettre fin à cette décharge qui polluait gravement l'environnement et notamment les eaux proches de la Méditerranée. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était un jugement qui avait été rendu en juillet 2000. Et alors, quelques mois plus tard, il y a un colloque à Santorin auquel j'avais été invité. Je rencontre là un représentant du ministère grec des Affaires étrangères. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ils avaient été condamnés quand même au paiement de 10 000 € par jour de retard à se mettre en ordre. Et alors, la réponse que j'ai eu, ben on paye. Donc chaque jour, ils payaient 10 000 € à l'Union européenne. À l'époque, c'était encore, on n'appelait pas l'Union européenne, on parlait de la Communauté économique européenne, parce qu'ils ne se mettaient pas en ordre pour des raisons administratives purement internes à la Grèce. Et depuis lors, vous avez quand même eu une dizaine de condamnations du même genre qui ont été rendues contre la Grèce, contre la France, contre l'Espagne. La Belgique a été à un moment, je ne sais pas s'il était condamné vraiment à une sanction, mais en tout cas, elle a fait l'objet d'un début de procédure. Je ne me souviens plus exactement s'il était condamné, mais enfin bon, il y a donc toute une série quand même d'États, et vous voyez que ça fonctionne. Chez nous, ça fonctionne, même si ce n'est peut-être pas aussi positif qu'on le souhaiterait dans une perspective socialisante, mais néanmoins, vous voyez que là, le droit, lorsqu'on adopte des règles et qu'il y a des systèmes de mise en œuvre de la règle, eh bien, ça peut fonctionner. Et alors, ceci dit, j'embraye immédiatement sur un autre point qui est un point que j'aime particulièrement à propos du livre que Gabriel a écrit, c'est que malgré tout, les multinationales ne sont pas des êtres qui échappent au droit. Et ça, Gabrielle elle-même l'a donc très bien montré dans l'ouvrage, hein, je vous le recommande, hein, pour les éditions Mardaga, et aussi pour les droits d'auteur que nous touchons, pour nos royalties, c'est que malgré tout, il y a quand même un certain nombre de multinationales qui ont été condamnées, parce que finalement, elles sont soumises au droit, ce sont des justiciables comme tout le monde. Sans trop de surprise, finalement, l'ouvrage qui a été écrit par le CETIM, qui s'intitule « Impunité des sociétés transnationales ». Au moment où ils étaient occupés à préparer cet ouvrage, ils nous ont écrit à Gabriel et moi pour nous demander de participer à un séminaire qu'ils allaient organiser là-dessus. Et puis finalement, cette invitation est tombée dans les oubliettes de l'histoire. Et je crois que c'est notamment parce que, personnellement, je leur ai écrit, vous savez, je leur ai dit, il n'y a aucune forme d'impunité des multinationales. Les multinationales sont parfaitement punissables. Elles relèvent de la règle de droit. Ce sont des sujets de droit comme n'importe lequel d'entre nous. Ce sont des personnes morales, mais les personnes morales peuvent parfaitement être soit sanctionnées pénalement dans les pays qui connaissent le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. C'est le cas de pays comme la Belgique, la France, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne. On peut punir des multinationales. Et en outre, indépendamment même de cela, ce qui est quand même très très fort, et on l'oublie, c'est l'article 1382 de notre Code civil. Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et les multinationales commettent des fautes, c'est-à-dire des comportements dommageables qui ne seraient pas commis par ce qu'on appelle en droit civil le bon père de famille, c'est-à-dire la conduite de l'homme ou de la femme normalement prudente, diligente et raisonnable. Eh bien, sur cette base, on peut poursuivre les multinationales. Et personnellement, je fais partie de ceux qui sont assez naïfs pour croire que même une décision comme celle qui a été prise par Caterpillar de délocaliser son usine et de la fermer, alors que Caterpillar, en Belgique, fait des bénéfices, eh bien, je rêve un petit peu, je sais que j'ai un côté très utopiste, hein, c'est pour ça que Gabriel m'a demandé d'assurer la partie juridique de l'ouvrage,
Mais j'estime qu'il est parfaitement imaginable qu'on puisse dire, en réalité, Caterpillar, à travers les bénéfices que cette entreprise fait, elle crée dans le chef des travailleurs ce qu'on appelle des anticipations légitimes. C'est-à-dire un espoir légitime qu'effectivement, on va avoir du travail, on va pouvoir continuer à travailler de manière tout à fait normale. Et puis tout à coup, ces anticipations légitimes sont réduites à néant. Est-ce qu'il n'y a pas là ce qu'on appelle en droit un abus de droit? En latin, summumius summa ignoria. Ça fait toujours très bien de placer une formule latine, hein, ça donne un aspect scientifique à ce que je dis, donc c'est pour ça que j'en profite. Hein. Enfin, c'est vrai que la formule est très belle et elle exprime, elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est que c'est pas parce qu'on a le droit pour soi, c'est pas parce qu'on est libre, par exemple, moi quand j'étais étudiant, ce qu'on m'apprenait, c'est que le propriétaire d'un fonds qui, pour embêter son voisin, construit une énorme cheminée pour son barbecue, mais surtout pour créer de l'ombre à son voisin, eh bien c'est vrai, droit de propriété, droit d'usage et droit d'user de son bien comme il l'entend, pas tout à fait comme il l'entend, pas à partir du moment où il crée un dommage simplement parce qu'il use de son bien de telle manière qu'il aboutit à causer un préjudice à son voisin. Et du coup, la personne est effectivement condamnée. Eh bien, je pense que cette notion d'abus de droit pourrait, à mon avis, être utilisée dans le cas de Caterpillar. Je sais que je rêve un petit peu, mais c'est beau de rêver de temps en temps. Voilà. S'il y a d'autres questions, je vous en prie. Vous apportez une note d'optimisme en parlant des cas où les multinationales commettent des fautes, mais dans un tableau qui autrement est plutôt sinistre. Mais ce qui me préoccupe aussi, c'est l'ensemble des autres cas où la simple existence de ces multinationales, sans même qu'elles commettent de fautes, structurellement constitue un problème sérieux. Je prends le cas de l'agriculture. Vous avez donné l'exemple de Bayer qui rachetait Monsanto. En même temps, on apprend que Dow Chemical et DuPont fusionnent, que Syngenta se fait racheter par ChemChina, etc., etc. Et quand on regarde l'ensemble de la filière agroalimentaire, il n'y a que quelques acteurs à tous les postes, je veux dire aussi bien dans le commerce de gros des denrées agricoles que dans la transformation, dans la distribution, les semences, les engrais, les pesticides. Et face à ça, à votre avis, quelles seraient les raisons pour lesquelles les petits agriculteurs familiaux qui constituent la majorité des producteurs agricoles de la planète, ceux qui ont moins d'1 hectare ou éventuellement 1 ou 2 hectares, etc., quelles seraient les raisons qui pourraient leur donner un minimum d'optimisme, en supposant que toutes ces multinationales simplement existent, exercent leur activité sans délit? Gabriel? Mais il y a certains pays qui ont pris le problème à bras-le-corps, comme le Brésil par exemple, et qui ont condamné Monsanto pour avoir imposé les semences OGM aux agriculteurs. D'autres multinationales ont été obligées aussi de plier bagages ou du moins d'arrêter certaines de leurs activités dans certains pays parce que les paysans constataient que le rendement était moindre par rapport aux semences traditionnelles et aux méthodes plus traditionnelles de culture, que l'usage des pesticides et herbicides finalement se concluait après quelques années, mais des courtes années même, après peu de temps, par des rendements bien moindres et une difficulté énorme de retrouver une productivité des sols qu'il fallait de nouveau, quelque part, dépolluer de ces agents-là. Donc il y a de l'espoir parce qu'il y a eu des expériences tellement négatives et certains pays prennent des décisions avec aussi certains tribunaux ont pris des décisions, mais ça a incité les pouvoirs politiques de ces pays-là, dans la mesure où ils ne se sont pas laissés corrompre par les multinationales, mais là où ils ont joué le jeu, eh bien, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais évidemment, Syngenta maintenant racheté. Syngenta était aussi une entreprise, une multinationale très 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 critiquée pour aussi semences OGM, pesticides, etc. et tout, rachetée par le géant chinois.
on se demande comment les règles éthiques élémentaires vont être respectées. On ne sait pas. On n'aura plus les mêmes sources d'informations, c'est ça le problème. Monsanto racheté par Bayer, c'est quelque part quelque chose d'intéressant dans la mesure où on aura peut-être plus de sources d'informations parce que Bayer est chez nous quelque part et on aura droit de les interpeller et d'obtenir peut-être des dossiers ou des explications, etc. Mais là-bas, pour Syngenta, ça je ne sais pas. Et là, encore une fois, on en revient à un problème qui est non pas juridique, mais qui est politique, qui est fondamentalement politique. Comment empêcher ces multinationales d'écraser le commerce, l'agriculture traditionnelle. Là, il y a eu les mouvements des paysans sans terre. Bon, j'ai cité les forums sociaux mondiaux. Vandana Shiva, que j'ai cité, fait partie de ce mouvement, de ce vaste mouvement paysan qui s'est répandu dans le monde entier. C'est le seul vrai contre-pouvoir. Pour autant que nous puissions l'aider, c'est un contre-pouvoir qui peut être efficace. Non, ne désespérons pas. Mais il y aura des drames encore et il y aura des problèmes très graves de reconversion de notre économie. Là, le problème est, je vous le dis, macroéconomique et dépend des pouvoirs politiques. Et dans ce cas-ci, dans ce qui nous concerne, nous, de l'Union européenne, sa politique agricole commune, peut-être pas très, très ouverte sur une mutation, disons, plus écologique et plus rentable pour les petits paysans. Oui, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est vrai que ces phénomènes de regroupement d'entreprises, c'est extraordinaire de voir à quel point, de ce point de vue-là, Marx avait raison, hein, cette concentration des entreprises. Mais en même temps, ce qui est frappant aussi, et ça je ne pense pas que Marx l'avait prévu, c'est qu'avec le développement des techniques, des technologies, il y a tout le temps des nouvelles activités qui se créent, des nouveaux métiers qui apparaissent, et qu'il y a comme ça une sorte d'essaimage qui fait qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que simplement une sorte de regroupement, je dirais, des entreprises autour de quelques pôles économiques particulièrement importants. Alors ça ne veut pas dire que j'ai une confiance aveugle dans le libéralisme et ces développements qui sont essentiellement des choses individuelles, hein, mais enfin si on pense par exemple... Regardez, à l'informatique, hein, au départ, il y a IBM. Mais IBM n'est plus seul aujourd'hui. IBM, il y a des tas d'autres entreprises. D'abord, c'était quelques personnes. Hein, je crois que Apple, au départ, c'est deux types dans un garage, hein, des choses comme ça. Donc, et vous voyez qu'il y a ce phénomène tout le temps, en quelque sorte, de développement parallèle qui se crée autour de petites unités. Mais je crois que ce qui est vraiment quand même très essentiel, et ça, c'est le propre de nos démocraties, c'est que je crois qu'il appartient à la société civile et donc à ses représentants, et notamment aux parlementaires, de veiller à mettre les garde-fous. Ça me paraît absolument fondamental. Et vous avez raison d'attirer l'attention sur le problème de la paysannerie, quand on voit les difficultés auxquelles se heurtent aujourd'hui nos agriculteurs ici en Europe. Tu as raison de parler de la PAC, hein, la politique agricole commune, qui malgré tout cause d'énormes dommages à un certain nombre de petits entrepreneurs agricoles. Eh bien, je pense que là, il faut réagir. Et je pense que la société le fait, mais peut-être pas suffisamment. Et là, il faut se tourner en quelque sorte vers nos représentants, les parlementaires auxquels la balle est dans leur camp, pour qu'effectivement, ils mettent des freins à des formes de concentration qui sont des concentrations qui peuvent être particulièrement préjudiciables. Je voulais dire que par rapport à ça, c'est pour ça que le combat contre le TTIP est fondamental, parce qu'il faut empêcher que les normes qui nous protègent encore soient balayées par les accords de libre-échange complets avec des normes américaines qui sont inférieures aux nôtres. Et il y a par exemple aussi, il faut changer certaines réglementations, mais aussi certaines... Parce que je pense qu'il y a eu un jugement... européen à ce sujet, c'est la protection des semences. Les semences sont protégées, les semences des entreprises, les semences brevetées, produites par ces multinationales, sont protégées et l'Union européenne interdit qu'on utilise les semences libres, si j'ose dire, produites par les petits agriculteurs eux-mêmes. C'est un comble. Ce qui veut dire que, quelque part, ils se mettent dans l'illégalité en utilisant leurs propres semences. C'est inacceptable, c'est absurde. Mais je pense que le droit européen
s'est prononcé pour la protection des semences brevetées, si mes souvenirs sont bons. Ça, ce serait intéressant de revoir. Mais là, c'est vraiment quelque chose aussi. Il y a des associations qui se battent, elles sont fortes, elles sont puissantes d'ailleurs. Elles ont réussi à faire bouger les parlementaires, mais on n'a pas encore réussi à libérer les semences pour l'agriculture. Oui, alors je crois que c'est vrai par rapport à ce que Gabriel vient de dire, je pense qu'il est vrai qu'il y a un rôle, en quelque sorte, éducatif de la société civile à l'égard de ses représentants dans les sphères de pouvoir, c'est-à-dire les parlements, dans nos démocraties. De la même manière, alors qu'on trouve le même phénomène dans l'ordre juridique. Par exemple, moi, ça me frappe de voir que certaines affaires n'ont pas réussi à prospérer en dépit de la légitimité et de la légalité, à mon avis, des réclamations qui étaient introduites, et au fond parce que les dossiers étaient mal présentés. Alors, tout à l'heure, Gabriel a parlé de l'agent orange qui a été déversé en masse sur les forêts vietnamiennes et qui ont provoqué des dégâts épouvantables pour la santé des personnes, notamment les femmes enceintes qui ont été au contact, qui ont été exposées à l'agent orange et qui ont mis au monde des enfants qui sont atteints des pires infirmités. Eh bien, lorsque les associations de victimes vietnamiennes ont introduit des réclamations devant les juridictions américaines, je suis très surpris personnellement de voir qu'au fond, l'accent a été mis surtout sur la violation de règles relatives à l'interdiction de l'emploi des armes chimiques, un argument qui a été rejeté assez facilement par Monsanto et qui a été suivi par les juridictions américaines en disant « oui, c'est vrai que si les armes chimiques sont interdites, elles ne sont interdites que dans la mesure où elles sont utilisées afin d'affecter des personnes ou des animaux, mais pas lorsqu'elles sont utilisées contre des plantes. Et qu'il y ait des résultats collatéraux tels que ceux qu'on a vus au Vietnam, ça, ce n'est pas quelque chose qui est interdit spécifiquement par les règles relatives à l'interdiction des armes chimiques. Je pense ici notamment au protocole de Genève de 1925. Mais il aurait fallu, à mes yeux, et je ne comprends pas très bien pourquoi les avocats des victimes n'ont pas davantage mis l'accent là-dessus, même s'il y a une vague allusion à cela, sur le phénomène de négligence criminelle dont le chef de Monsanto, et même indépendamment de toute considération pénale, sur la responsabilité civile. Je reviens de nouveau avec mon 1382. C'est évidemment une faute d'utiliser des produits qui contiennent des doses de dioxine dont n'importe quel chimiste connaît parfaitement les conséquences pour les personnes qui sont touchées par cette dioxine, et qu'on accepte de répandre cela au risque de toucher des populations. Mais ça, c'est vrai que ça devrait entraîner une responsabilité civile, indépendamment de toute considération pénale, mais au moins une responsabilité civile de la part des entreprises en cause, ici en l'occurrence Monsanto, aujourd'hui reprise par Dow Chemicals. Eh bien, ça, on a l'impression parfois que les avocats eux-mêmes font mal leur travail et que du coup, les juges qui ne sont pas nécessairement bien formés à ce type de doléances, à ce type de réclamation, finalement, ne traitent pas correctement le dossier comme il devrait l'être. Et là, il y a vraiment des phénomènes, je dirais, des problèmes de formation, d'éducation qu'il faut faire. Et voilà, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Mais encore une fois, la multinationale en soi, ce n'est pas nécessairement le diable. Moi, je fais partie de plusieurs multinationales. Amnesty International, c'est une multinationale. Oxfam International, c'est une multinationale. J'en fais partie, j'en suis fier d'en faire partie. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises multinationales. Il faut bien s'en rendre compte, et que ce n'est pas la multinationale en soi qui est la cause du mal, c'est surtout les activités, bien sûr, que certaines de ces entreprises
font et qui causent des dommages extrêmement graves, bien sûr, qui ont été très très bien dénoncés par l'ouvrage de Gabriel. D'autres questions? Interventions, observations, remarques? Merci. Une définition de multinationale pour moi, c'est plutôt une société privée avec des actionnaires qui recherchent une maximisation de bénéfices, positive free cash flow, afin de maximiser le prix de leurs actions et des dividendes des actionnaires. Mais ce que nous avons tendance à oublier, c'est qu'au niveau des actionnaires, ce n'est pas du tout proche d'une démocratie. Il y a une ASBL connue, Oxfam, qui publie une étude annuelle qui démontre que, je crois que c'est maintenant une concentration absolument immorale de la richesse planétaire. C'est quelque chose comme les 60 individus les plus fortunés de la planète détiennent la même fortune que la moitié la plus pauvre de la planète. Et si on comprend cela, on comprend que nous ne vivons pas en démocratie. Les démocraties sont des illusions. Et je vais vous montrer comment. Ces individus et leurs autres acolytes utilisent les domestiques. Les domestiques, ce sont les politiciens. Ce sont pas mal d'avocats qui utilisent ce système via les lobbies à la Commission européenne, par exemple, au Parlement européen et aux parlements nationaux. Les politiciens sont parfaitement tous corrompus, tous, en grande majorité. Ils reçoivent des avantages financiers et autres via ces multinationales. Et donc sont parfaitement corruptibles. Et s'ils ne sont pas d'accord avec le système de ces alpha-primates, ils sont remplacés ou exécutés. Pensons à John F. Kennedy qui était contre la guerre au Vietnam, par exemple. Il a été zigouillé par ses intérêts. Et donc, il faut s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, ce sont ces alpha-primates qui contrôlent ces richesses, ces 60 ou 70 individus. Et au niveau plus en aval, au niveau belge par exemple, toutes ces grosses fortunes, mais à n'importe quel pays. C'est là la racine du mal. Et les multinationales ne sont intéressées qu'à court terme. Ils ne vont pas commencer à s'intéresser des COP21 à Paris. Et d'ailleurs, dans le COP21 à Paris, tous les transports aériens et navaux ne sont pas compris dans cet accord. Donc, l'ère est plus qu'à jamais proto-révolutionnaire. Il suffit juste de s'en rendre compte et d'agir. Le temps maintenant est à l'action. Merci. Merci. Tu veux réagir, Gabriel? Mais l'action a déjà commencé, depuis quelques années déjà, je vous l'ai dit, par les forums sociaux mondiaux, par les rassemblements, des centaines de milliers de personnes qui manifestent partout dans le monde, c'est pas rien. Il y a eu des indignés, il y a eu Occupy Wall Street, il y a eu chez nous des grandes marches contre le TTIP et autres. Non, nous sommes dans l'ère proto-révolutionnaire, l'opinion publique change énormément, les jeunes, bon, ils ne sont pas très nombreux ici malheureusement, je le regrette, mais ils font la fête là un peu plus haut, ce qui est bien leur droit, mais les jeunes ont été présents dans la rue, proposent des solutions. L'important maintenant, et c'est ce que nous voulons démontrer ici, c'est qu'il y a moyen de faire pression non seulement sur les multinationales elles-mêmes par le biais du droit, mais sur le politique, et aussi par l'organisation des mouvements citoyens, à donner des armes, mais des armes légales, des armes politiques aux mouvements sociaux et citoyens. C'est ça la révolution, et c'est une révolution qui se fait, mais pas d'une manière explosive, ni par la force des armes, mais par la force de l'information. Là, je dois reconnaître, c'était magnifique quand j'écrivais le livre, l'Internet m'a permis d'accéder en temps réel à des sources d'informations extraordinaires dans le monde entier. Jamais, il y a 20 ans, je n'aurais pu faire ça aussi rapidement et avec
une telle précision. Il leur aurait fallu des mois et des mois en plus, et même devoir se déplacer éventuellement pour consulter des documents que maintenant on peut obtenir comme ça. Il y a un réseau absolument incroyable qui est un réseau porteur vraiment de démocratie, de liberté possible. Les multinationales le savent bien, elles font extrêmement attention à ce que nous publions, nous écrivons et tout ça. Par chance, on n'a pas été attaqué. Mais non, je suis peut-être très optimiste, enfin je ne crois pas. Je pense être réaliste en disant que ça bouge, ça change. Et les politiques, maintenant, sont obligés. Regardez Barroso, l'indignation qu'a suscité le transfert, l'acceptation par Barroso, ex-commissaire, président de la Commission européenne, d'être financé, de passer chez Goldman Sachs. Ça a créé quand même... Ce n'est plus inconnu, ce n'est plus ignoré, ça a provoqué l'indignation, ça a provoqué des réactions. Il va y avoir des règles un peu plus précises, en principe, du côté de la Commission européenne pour éviter ce genre de choses. Non, le simple fait que ce soit dit est déjà un acte assez révolutionnaire par rapport à ce que nous avons connu il y a 30 ans. Et dans le livre, je rappelle aussi ce qui s'est passé en Amérique latine dans les années 70, c'était pire. C'était pire. Il y a eu des dizaines de milliers de morts au Guatemala, par exemple, à cause de la United Fruit, etc., des Indiens, Mayas, exterminés par l'entreprise elle-même, par les politiciens corrompus avec les armées à leur service. Ça, il faut se rendre compte que, si le panorama a l'air très sombre aujourd'hui, il est moins grave que ce qui s'est produit il y a, dans les années 70, notamment, c'était le summum de l'impunité des multinationales et c'était le summum des guerres économiques menées par des grands pays, dans ce cas-ci les États-Unis, par rapport à toute l'Amérique latine. Donc voilà, c'est aussi une des raisons d'espérer. Relire l'histoire est assez intéressant à ce point de vue-là. Et puisque nous sommes à l'ULB, je rappelle que la plupart Je rappelle que l'exemple chilien, par exemple, ici nous avons une salle Allende, il y a le buste d'Allende. L'exemple chilien d'Allende, son discours aux Nations Unies attaquant justement cette guerre menée par les États-Unis contre le droit des peuples finalement à créer leur propre économie, à créer leurs biens et à en disposer, etc. C'était un discours extraordinaire qui date de 1971, je pense, ou 72. Je vous invite à le relire. Il était prémonitoire, il était visionnaire, et c'est cet ordre-là mondial auquel nous voulons revenir, parce qu'il était celui de la démocratie et du bien des peuples. Merci Gabriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, observations, remarques? Oui. Bonjour à tous. J'aimerais quand même dire que par rapport au capitalisme, et comme monsieur a dit, dans le capitalisme, il n'y a pas vraiment une démocratie. Ça commence par là. Par rapport à tout ce fait de essayer de contrôler les internationales, les industries internationales. Bon, il n'y a pas de solution parfaite, soyons clairs. Cette fois, il n'y a pas de solution parfaite, il y a des meilleures solutions. Ça, j'aimerais dire. Et donc, je crois que la solution passe pour le changement de l'économie et de la politique. La politique elle-même, c'est vrai qu'elle est corrompue parce qu'il y a des intérêts, au départ. Elle est basée sur les intérêts. Comme tout le monde a des intérêts, il faut dire, tout le monde a des intérêts d'avoir une carrière, tout le monde a des intérêts d'avoir plus d'argent, plus de liberté, voilà. Tout le monde en général a des intérêts. Et donc, ce n'est pas une exception, qui que ce soit, qui est dans la politique. D'un autre côté, il faut dire qu'il faut priver ces intérêts de la politique. Et bon, ça c'est facile de dire, mais très difficile de faire. D'un autre côté, l'économie elle-même, elle est très centralisée. Ça veut dire que ça n'appartient plus à la population. Elle est centralisée, il y a une banque centrale, c'est elle qui contrôle, et c'est la politique qui contrôle l'économie.
Donc, comme Madame a dit, il y a quelqu'un avant qui a essayé de créer une économie pour la population. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est possible. Je ne sais pas si vous avez connaissance, mais par exemple en ligne, il existe des monnaies digitales, lesquelles ne sont pas centralisées. Et donc on ne peut même pas parler de monnaie, on peut parler plutôt d'un transfert économique. Il n'y a pas un émetteur, donc ce ne peut pas être considéré une monnaie. Et donc ça sort un peu du contrôle des politiques, et ça permet aussi en même temps d'avoir une traçabilité économique, une transparence que le système actuel ne permet pas. Et donc ça ouvre un certain espoir sur le contrôle économique partout. Je vais dire partout, pas pour le moment, parce qu'aujourd'hui on est dans un système centralisé, et j'espère que dans le futur on passera à un système décentralisé économique. Et donc l'économie passe à être la population, passe à être plutôt contrôlée par personne en fait. Ça ne passe pas à être contrôlé du tout. Donc ça reste dans la population. Et donc du coup, ces intérêts politiques comme envers la guerre, envers ces faits un peu plus atroces, seront plutôt contrôlés, parce que ce seront plutôt dans une économie ouverte. Et donc ça interdira, d'une certaine façon, tout ce qui sera contre les droits humains. J'aimerais parler dans une autre chose encore, qui c'est un peu... J'ai entendu une fois une personne dire que la loi devrait être hiérarchisée. De façon que, par exemple, l'écologie elle-même, quelque action contre l'écologie devrait être... la loi devrait être en dessus de tout ce qui est population, tout ce qui est politique. L'écologie va être ses propres lois qui devraient être en dessus de la loi des politiciens. Et ça jusqu'au moment où j'aimerais voir appliquer, j'ai jamais vu. Donc les politiciens ont toujours un mot à dire par rapport à quoi que ce soit comme loi. Je veux dire, ils ont un pouvoir complètement, je trouve, de trop en fait. Je trouve qu'aussi le pouvoir politique devrait être aussi un peu décentralisé jusqu'à dans certaines situations. Je ne veux pas dire que tout, mais certaines choses le pouvoir devrait être aussi décentralisé. Et donc, c'est un exemple tout simple. Je veux dire, l'écologie aujourd'hui. Bon, je parle de l'Europe. Hein, je ne parle pas des pays où on n'a aucun contrôle politique. Voilà, je parle de l'Europe. Je parle de mon pays. Je crois qu'en Europe, on devrait quand même commencer à avoir une notion que le pouvoir est dans les mains de certaines personnes et qu'en fait tout le monde a des intérêts. Voilà, merci. Bon, très rapidement, parce que je l'ai dit, pour moi, un début de solution, commencera par plus de démocratie. Donc c'est bien ce que je dis et c'est bien ce que les faits démontrent d'ailleurs. Mais quant à dire que les multinationales ont tout le pouvoir et que tout est centralisé, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, il y a des monstres qui occupent un pouvoir énorme parce qu'ils ont des capacités financières énormes. Mais dans des pays comme les nôtres, par exemple, 3/4 des emplois, ce sont des petites, très petites et moyennes entreprises, 3/4. Donc, d'accord, l'affaire Caterpillar, c'est un électrochoc pour nous, ING, c'est un électrochoc, mais l'essentiel de la vie économique, ce sont encore, dans la plupart des pays européens, ce sont encore des très petites entreprises. Et donc, c'est là, ce qu'il faudrait, c'est que nos gouvernants s'en préoccupent un petit peu plus et les aident un petit peu plus au lieu de plier chaque fois devant les grosses entreprises, à commencer en les faisant payer leurs taxes et leurs impôts, comme pour tout le monde. Ce qui manque, et particulièrement dans notre gouvernement à présent, il manque cette volonté-là. C'est un peu dommage parce que cet argent nous viendrait bien à point pour assainir notre budget. Mais donc dire que tout est centralisé, non.
Question finance, le monde financier, lui, s'est centralisé beaucoup plus. Et c'est vrai qu'il y a des initiatives depuis longtemps, quand même déjà presque une vingtaine d'années, de monnaie locale, de monnaie alternative, etc. De la même manière que se sont développés des réseaux tout à fait alternatifs de mode de vie, de mode d'habiter, de mode de consommer, etc. Donc il y a une richesse absolument incroyable. Et maintenant, on commence heureusement à en parler un peu plus. Donc moi, je pense que oui, il y a des alternatives possibles. Ça fait bouger petit à petit le monde politique. Ils ne sont pas tous corrompus. Beaucoup sont des gens extrêmement sincères, extrêmement honnêtes, mais perdus devant l'ampleur des problèmes aussi. Il y a des parlementaires européens qui font un travail vraiment remarquable, des Belges, mais aussi des Français, des Allemands, etc. Ne croyez pas que ce soit vraiment tout blanc, tout noir. Il y a des jeux d'influence, mais ces parlementaires ont besoin aussi de notre soutien. Donc, il faut une meilleure information. Je constate que l'information est mieux donnée. On peut avoir accès à ces informations-là. Les citoyens se groupent, ils se mobilisent. Regardez le succès des alternatives, le succès d'un film comme Demain. Ce n'est pas uniquement une préoccupation intellectuelle. Des gens changent même de mode de vie, de mode de consommer. Non, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Il y a une lame de fond, il y a une transformation qui se fait. Mais effectivement, les adversaires sont puissants. Mais bon, ils ne bénéficient plus à ce point-là du soutien des États, des politiques. Et en tout cas, heureusement chez nous, ils ne bénéficient pas de la répression armée qu'il y a pu y avoir dans certains États. Oui, on devrait revenir mais ce n'est pas l'objet du livre, ni vraiment du débat, mais c'est vrai que c'est l'industrie de l'armement qui a fait pression sur les États-Unis et a obtenu qu'il y ait cette guerre effroyable en Irak et puis maintenant en Syrie et tout ça. C'est l'industrie de l'armement et c'est l'industrie pétrolière, oui, mais c'est avant tout une décision de politique et un manque de pression des citoyens pour empêcher ça. Quelque part, l'opinion publique, les citoyens sont aussi un peu responsables de ce qui se passe dans certaines parties du monde, dans la mesure où ils n'ont pas arrêté ça. Ils en ont les moyens, ça j'en suis intimement convaincu. Oui, d'autant que l'opinion publique est parfois extrêmement décevante, hein, malgré tout. Même si Donald Trump ne l'emporte pas, malgré tout, il y a quand même une frange, hélas, tout à fait substantielle de l'opinion américaine qui le suit. Hein, et bon, on a bien d'autres exemples du genre. Alors, en matière de centralisation, de décentralisation, n'oubliez pas que chez nous, justement, l'écologie, l'environnement est une matière régionalisée. Hein, enfin, alors vous me direz, c'est un déplacement, bien sûr, des pôles de pouvoir, mais enfin, c'est quand même un phénomène, quelque chose qu'il faut souligner. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, ou bien le combat va-t-il cesser faute de combattants? Eh bien voilà, je pense que c'est cela, et donc il me reste le devoir agréable de vous remercier pour votre présence, pour votre participation, remercier les tribunes de l'ULB de nous avoir invités, Gabriel et moi, à présenter cet ouvrage, et surtout de remercier Gabriel à la fois pour avoir écrit cet ouvrage et pour l'avoir très très bien présenté. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat.